Bonjour, bienvenue dans cette édition de Géopolitis où nous allons parler de pots de vin, bac chiche, dessous de table, commission et rétro-commission. La corruption est-elle un fléau permanent, un mal endémique consubstantiel au fonctionnement des sociétés partout dans le monde? Quels sont les liens entre démocratie et corruption, entre pauvreté et corruption? La Suisse fait souvent, hélas, la une des médias dans ce domaine. Est-elle un bon ou un mauvais élève dans la lutte contre l'argent sale? Chaque année, l'organisation Transparency International publie son baromètre international de la corruption. Voyons le tableau. Tachés de brun et de rouge, les États dans lesquels les organes publics, gouvernements, administrations, sont les plus corrompus ou perméables à la corruption. Il est frappant que les États en guerre ou qui l'ont été récemment apparaissent comme des champions. Parmi les pires exemples, Afghanistan, Irak, Syrie, la Libye, les deux Soudans ou encore l'Érythrée. Deuxième constat, la corrélation qui existe entre corruption et inégalité sociale, frappante en Amérique latine, où seuls le Chili et l'Uruguay font exception. Frappante en Extrême-Orient, le Cambodge, la Birmanie, le Bangladesh, pour ne pointer que ceux-là. En clair, les démocraties anglo-saxonnes et les pays du nord de l'Europe, avec aussi la Nouvelle-Zélande et l'Australie, apparaissent les moins touchés par la corruption dans le secteur public. Comme quoi, la démocratie et l'état de droit constituent les meilleurs remparts. A contrario, il n'existe guère de dictature propre. On pourrait citer la plupart des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale et, dans une moindre mesure, des pays en Europe, à l'exemple des Balkans ou de l'Ukraine, où la démocratie est encore vacillante. Alors, comment combattre la corruption? Il y a bien sûr la justice et l'entraide internationale, les ONG, mais aussi les opinions publiques, comme une vague purificatrice mobilisée de plus en plus contre leurs dirigeants corrompus. Au Brésil, l'onde de choc du scandale Petrobras a fini par faire chuter la présidente Dilma Rousseff. Les réseaux de corruption de la multinationale Odebrecht ont été démantelés, ses dirigeants emprisonnés. Même Lula, l'idole de la gauche, n'a pas échappé au grand nettoyage. La présidente de la Corée du Sud a été destituée pour détournement de fonds. Madame Park Geun-hye séjourne pour l'heure en prison. En Arabie Saoudite, c'est au nom de la lutte anticorruption que le nouvel homme fort MBS, Mohammed Ben Salman, a fait arrêter toute une brochette de dignitaires, princes, entrepreneurs, parmi les plus puissants du royaume. Ils attendent de connaître leur sort en résidence surveillée au Ritz-Carlton de Riyad. Avouons qu'il y a pire endroit comme prison préventive. Le Premier ministre d'Israël doit s'expliquer au sujet de cadeaux reçus d'un producteur d'Hollywood. Le parti fondé par Nelson Mandela en Afrique du Sud est aujourd'hui miné par une série d'affaires qui remontent tout en haut jusqu'au sommet de l'État. Mouches, tigres ou renards. C'est ainsi qu'en Chine on désigne les corrompus. Jusqu'ici, près d'1,5 million de cadres et bureaucrates ont fait les frais de la campagne anticorruption menée par le président Xi Jinping. En Inde, le président Modi fait lui aussi de la lutte contre la corruption une priorité. Le chantier est à la mesure du pays, immense. Devant les tribunaux américains, des firmes comme Siemens ou le pétrolier français Total ont écopé d'amendes colossales. Mais comme le notent certains observateurs, la guerre commerciale qui oppose l'Amérique et le reste du monde se joue aussi avec les armes de la justice. Bonjour Marc Pitt. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ici à l'Université de Bâle, où vous enseignez le droit pénal et la criminologie, expert de renommée internationale, vraiment on peut le dire. L'année dernière, vous avez claqué la porte avec le prix Nobel Joseph Stiglitz de la commission sur les Panama Papers. Alors on va commencer par là. Quel est le lien entre les paradis fiscaux, Panama ou d'autres, et la grande corruption internationale? Bon, c'est absolument fondamental. La grande corruption, je ne parle pas tellement de la petite corruption de tous les jours, la grande corruption, des millions, etc., ont absolument besoin des réseaux financiers et ces paradis fiscaux sont les lieux où ça se passe. Mais je commencerai à Genève, rue Dufour, chez les avocats qui sont responsables de créer les structures. Et pourquoi vous avez claqué la porte de cette commission panaméenne?
Bon, d'abord, le président du Panama nous a demandé notre avis d'aider de sortir de cet entonnoir, si on veut. On a réalisé finalement que le président n'était pas disposé à publier notre rapport, sauf qu'il plaisait. D'accord, donc vous étiez un alibi et vous n'avez pas voulu être un alibi. Oui, c'était des conditions insupportables. Et puis que penser de pays comme la Chine ou l'Inde dont les gouvernements font de la lutte contre la corruption une priorité? Qu'est-ce qu'il faut penser? Là, il faut distinguer. Avec l'Inde, oui, c'est très difficile parce qu'il y a immensément de corruption. La Chine, le problème là, c'est que pour la Chine, le sujet est aussi très politisé. Alors, on utilise fréquemment pour destituer des gens qu'on n'aime plus, mais il y a beaucoup d'autres qui sont énormément corrompus. Est-ce que vous diriez que la mondialisation ouvre les horizons de la corruption ou bien est-ce qu'elle permet de mieux lutter, de mieux coordonner la lutte contre la corruption? Vous savez, moi je trouve que c'est un peu ambigu, ça va dans les deux sens, parce que avec la mondialisation, vous avez le flux financier libre à travers du monde. Il me faut peut-être un quart d'heure de virer mon argent d'ici à Hong Kong et retour. Mais pour la police et pour les enquêtes, ça va durer des années de reconstruire tout ça. Alors c'est devenu difficile. En revanche, on a accès aux dossiers informatiques, etc. Alors on a fait beaucoup de progrès. Et en plus, avec peut-être la mondialisation, on est aussi devenu un peu plus conscient de ce qui se passe et des risques de la corruption. Alors justement, on peut voir que la lutte contre la corruption, la réglementation s'appuie pas forcément sur des critères de morale et d'éthique. On écoute à ce propos, à ce sujet, Marc Anzelin, avocat spécialisé des affaires internationales. Quelques billets échangés pour favoriser un contrat ou une entente. Les pots de vin ont longtemps bénéficié d'une certaine tolérance des autorités. En Suisse, figurez-vous que les entreprises peuvent encore aujourd'hui déduire de leurs impôts les pots de vin versés à des particuliers. Les États ont toujours protégé leurs propres fonctionnaires. Par contre, effectivement, au niveau international, la corruption a été perçue comme quelque chose de favorable au business, dans le sens que dans les pays du tiers-monde, notamment, il y avait des législations qui étaient touffues, incompréhensibles, inapplicables. Vous aviez des fonctionnaires qui n'étaient pas payés. Et donc, pour les entreprises, c'était tout à fait pratique de payer quelques fonctionnaires ou quelques ministres pour que les affaires puissent avancer. D'un autre côté, les fonctionnaires eux-mêmes étaient ravis d'être payés par ce moyen, alors qu'ils n'étaient plus payés depuis des mois par leur État. Donc c'était effectivement un moyen qui faisait avancer les affaires. Jusqu'au jour où le monde des affaires n'y a plus trouvé son compte. Dès la fin des années 70, ce sont les États-Unis qui donnent le ton en adoptant une loi contre la corruption d'agents publics à l'étranger. Les Américains ont eu, dans les années 60-70, après la décolonisation, une approche commerciale globale, à savoir que les entreprises américaines jouaient dans le monde entier. Or, les entreprises américaines voulaient que les règles de la concurrence loyale soient applicables entre compagnies américaines. Donc, Chevron contre Texaco, Chevron ne pouvant pas accepter que Texaco, par exemple, corrompe un gouvernement étranger pour remporter un marché. Donc, on crée une législation américaine principalement applicable aux sociétés américaines. Puis, lorsque les pays européens ont commencé à sortir de leur précaré colonial, Elf en Algérie, Eni en Libye, etc., elles ont commencé à devenir plus agressives sur les marchés mondiaux. Les Américains se sont plaints en disant qu'ils faisaient l'objet d'une concurrence déloyale de la part des compagnies européennes, qui, elles, n'étaient pas sujettes aux règles anticorruption. Sous la pression américaine, la première convention internationale anticorruption a été adoptée en 1997. Suivra en 2003 celle des Nations Unies, aujourd'hui ratifiée par 183 pays. En Europe, on a encore du retard. Les Français ont encore beaucoup de peine à poursuivre leurs propres entreprises. On a vu avec Rolls-Royce que les Anglais ont de la peine à poursuivre leurs entreprises également. On a vu en Arabie Saoudite
que le royaume a énormément de peine aussi à lutter contre la corruption. Donc les moyens juridiques existent, mais il faut les mettre en œuvre. C'est très difficile à lutter contre la corruption. C'est une infraction qui est difficile à prouver, puisqu'évidemment les acteurs ne vont pas s'en vanter. Techniquement, c'est pas facile. Ça demande des moyens extrêmement importants. Et ensuite, vous avez souvent des intérêts justement gouvernementaux qui font que les États sont peu enclins à lutter contre leur propre corruption et la corruption de leurs propres entreprises. Marc Pitt, vous êtes d'accord? Ce sont les impératifs du business international qui ont forgé les règlements contre la corruption? Oui, je crois à ce point, M. Ancelin est correct qu'il faut se rendre compte, c'était le moment où ça commençait que le mur de Berlin tombait. Ça veut dire, tout à coup, tous les marchés du monde étaient libres à repartir, surtout aussi l'Afrique. Et à ce point-là, on se disait, bon, c'est assez irrationnel si ça dépend de mon intermédiaire et de ses relations au président, si j'aurais du travail pour ma force de travail. Et puis on va parler de la Suisse quand même un peu, parce que la Suisse, sur des critères d'administration publique, elle est très transparente. Puis en même temps, régulièrement, il y a des affaires, des grosses affaires, des scandales internationaux qui ont des liens avec la Suisse. Alors, la Suisse, bon ou mauvais élève? Alors, la Suisse, à l'interne, il y a du patronage peut-être, ça c'est normal. Alors, les amis d'études, etc. Mais à l'étranger, alors l'investissement d'entreprises suisses à l'étranger, on n'est pas meilleur. On n'est pas mieux que, par exemple, les Français ou les Suédois, parce qu'on est confronté parfois avec des situations très, très difficiles, des marchés où tout le monde est poussé vers la corruption et très peu peuvent vraiment résister. Mais il faut aussi dire que les banques ne jouent pas nécessairement un bon rôle. Ils aident, un peu trop. On enregistre cette émission au moment où se déroule à New York le procès des cadres de la FIFA. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de faire le ménage aujourd'hui à la FIFA, qui est la plus grande, la plus puissante institution sportive mondiale? Est-ce qu'on fait le ménage? Dans un sens, mais le problème c'est que ce n'est pas la FIFA qui fait le ménage et ce n'est pas nous qui faisons le ménage. C'est la justice américaine. C'est les Américaines. Ouais. C'est un peu gênant, non? Je ne sais pas. Oui, pour moi c'est gênant. Surtout parce que j'avais pendant 2 ans essayé de faire le ménage, justement. C'est la parole que M. Platini avait utilisée dans le discours avec Blatter. Il a dit, oui, Sepp, fais le ménage. Mais il ne l'a pas fait, selon vous. C'est pas fait. Non, pas du tout. Vous dites même que la FIFA est en train de se reblattériser du nom de Joseph Blatter, son ancien président. Oui, en effet, je viens de dire ça parce que je vois qu'un autre système de patronage surgit avec d'autres personnes, bien sûr, peut-être plus jeunes, plus jolies, je ne sais pas. Mais pas moins corrompus. Non, mais c'est absolument le même système. Et on a viré tous les vieux et on a des autres maintenant, mais le fonctionnement du système est identique. Ce n'est pas très rassurant ce que vous dites. Puis je vais poser une dernière question, Marc Pitt. Il y a un tribunal international contre les crimes de guerre. Est-ce que vous imaginez, est-ce qu'il faudrait un tribunal international anticorruption? Peut-être ça va vous étonner, mais j'hésite là. Je ne suis pas trop pour cette idée. Si vous imaginez la corruption de l'Inde, vous avez de la grande corruption, vous avez immensément de petites corruptions. Ouais. C'est pas très facile de dire quelle est la distinction qu'on va faire. Est-ce qu'on peut, depuis La Haye, nettoyer l'Inde? Franchement, c'est à l'Inde de faire sa ménage. Merci Marc Pitt de nous avoir reçus chez vous à Bâle à l'université. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci. Voilà, en prolongement de cette émission, je vous propose quelques lectures intéressantes, sinon indispensables. D'abord, le livre, on devrait dire la Bible, Confronting Corruption, coécrit par notre invité du jour, Marc Pitt et Fritz Heinemann,
L'ouvrage vient tout juste de paraître aux presses universitaires d'Oxford avec une préface de l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. La revue internationale et stratégique, sous la direction de Carole Gomez et Sylvie Matelli, a consacré toute une édition à la corruption, phénomène ancien, problème nouveau. On peut retrouver et acquérir cet excellent numéro 101 sur le site de l'IRIS. Enfin, l'incontournable baromètre mondial de la corruption, mis à jour, détaillé, commenté chaque année par Transparency International. On vous en parlait au début de cette émission sur le site transparency.org. Et vous dire encore que les Nations Unies ont fait du 9 décembre la journée mondiale anticorruption. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur la RTS et TV5 Monde. Merci de votre fidélité. À bientôt.